Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 26e épisode du Bistrot d'Allélos de saison 2, une émission qui tarde à démarrer, hein. Le préambule était un peu long, on avait un petit souci technique pour transférer le direct sur le groupe Allélosque. Donc vous pouvez voir cette émission si vous êtes sur ce groupe Allélosque ou sur la page Facebook du Bistrot en direct, et vous pourrez la revoir sur notre chaîne YouTube à partir de ce soir, donc en replay, ad vitam aeternam. Donc vous avez tout le temps pour la revoir en replay. Le Bistrot d'Alélosque, l'émission des supporters du LOSC, pour les supporters du LOSC, qui traite de l'actualité de notre club favori chaque semaine. Cette semaine, au sommaire, nous reviendrons sur le match Nantes-Lille avec des Lillois en mode conquérant. Et ensuite, nous ferons le bilan de la Coupe d'Europe, du parcours européen du LOSC, et nous essaierons finalement de voir ce que ça a apporté. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Est-ce qu'on n'a pas payé des points en championnat? Enfin, tout ça, on fera un tour d'horizon finalement dans la deuxième partie de cette émission. Ce soir, nous évoquerons donc cette actualité avec nos piliers du bistrot. Alors, vous les reconnaissez. On va commencer par le plus jeune d'entre nous. Il a toujours la page de Breaking Dogs affichée derrière sa tête. Il s'appelle Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Il est plein de couleurs. Il est avec nous également. C'est Christophe C. Bonsoir, Christophe, avec un nouveau micro. Bonsoir à tous, mais une vieille caméra. Oui, ça fait un peu sépia, ça donne un petit cachet, c'est plutôt sympa. Deuxième Christophe avec nous, Christophe D, avec toujours son décor de pagode japonaise. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. On m'en a parlé, il y a des gens qui regardent. Ah, bah, écoute, ça sert au moins ça. Et voilà, la quatrième vignette que vous voyez n'est pas un pilier de bistrot aujourd'hui, c'est notre invité. Oui, Georges, aujourd'hui, est notre invité en tant que supporter du LOSC, bien sûr, mais également écrivain. Il a commis un roman policier qui s'appelle Terminus, Garde des Francs. Je l'ai là. Alors pour tous les Tourquenois, mais pas que, hein, vous pouvez vous le procurer. Un roman policier qu'on va présenter aujourd'hui. Et d'ailleurs, bon, d'abord, bonsoir Georges, et je crois que tu vas en offrir un exemplaire pour Bonsoir. notre concours du jour. Pour le concours, oui. Dès que je les aurai reçus. Et que tu les auras signés, parce que Voilà, au bistrot d'Alélosque, on ne rigole pas avec les cadeaux. Dès qu'on offre un bouquin, il est dédicacé par l'auteur. Alors, on va commencer peut-être par la question à la con. Après tout, alors cette fois-ci, bah, écoute, il fallait t'y attendre, hein, Georges. Je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense pour aujourd'hui. Alors, je rappelle que tu as écrit donc ton roman policier qui s'appelle, alors on le voit ici on le voit bien. Je vais même faire autrement. Je crois qu'il est temps que je vous fasse un effet spécial. Voilà, Terminus Garde des Francs. Donc le bouquin donc, que tu as sorti donc, depuis le début du mois de mars. Alors, la question à la con, la voilà. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de répondre. Tu as écrit un livre qui évoque, alors je ne vais pas spoiler, un meurtre à Tourcoing à la gare des Francs. Est-ce que tu ne te foutrais pas de la gueule des lecteurs en sachant qu'il n'y a jamais de train qui passe à la gare des Francs et qu'elle a été détruite en 1996? Exact. Non, j'ai juste fantasmé sur un lieu de mon enfance parce qu'à l'époque, j'ai pu la connaître et j'y suis retourné aujourd'hui. C'est une friche, quoi. Bien sûr, tu as écrit là-dessus parce qu'on ne prête qu'aux friches. Voilà. Alors, bon, Georges, on te connaît comme supporter du LOSC, hein, mais tu as déjà commis plusieurs bouquins. Donc, on a Terminus Garde des Francs. Alors, moi, je suis un fan, hein, parce que j'ai également Je ne t'ai rien demandé, un autre livre, ça, j'ai tout. Et j'ai également Il y a plus de vieillesse, qui est une pièce de théâtre. Alors, ça faisait longtemps que je n'ai pas lu de pièce de théâtre quand j'ai eu le bouquin. Ouais. Et ça m'a donné envie, finalement, de relire des pièces de théâtre, donc de relire des Molières. Alors, j'ai commencé par Les Femmes savantes, qui n'est pas
un oxymore si on écoute Éric Zemmour. Hein, c'est une œuvre de Molière et qui est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, pour être tout à fait précis, tu as également écrit une deuxième pièce, alors il y en a peut-être d'autres, mais que je ne connais pas, que nous avons vue il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Du sang dans le potage. Tu peux nous parler de ton œuvre rapidement? Alors, l'écriture, c'est arrivé sur le tard. En effet, la première, la première que j'ai pu écrire, c'était Il n'y a plus de vieillesse. Alors, à l'époque, ça s'est déroulé presque dans un cadre professionnel, puisque j'étais coordinateur du projet vieillissement au centre social de Bourbourg. Et voilà, on m'avait confié le travail, la gestion publique des boomers. Et moi, je me dis, les petits vieux, soupe de potage, inspecteur d'Eric, on n'est pas trop en phase. Et finalement, pas du tout. Je suis retombé donc sur la génération des boomers. C'est quand même la génération sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, c'est marrant de voir des gens comme ça, de 75 ans. Alors, pour anecdote, la première fois que je les rencontre, j'avais un de mes nombreux t-shirts qui était à Bay Road des Beatles, et un des papis qui était là s'est mis à en parler avec une culture que j'avais pas, quoi. Il connaissait ça. Et je me suis dit, évidemment, il a le même âge que McCartney. Et donc, ça m'a inspiré. Donc, j'écris cette première pièce, en gros, qui est l'histoire. Ça se déroule dans un hall de HLM. Et il y a 3 espèces de parasites qui vivent sur le palier, qui mettent la musique à fond, qui fument des substances illicites, qui font un bordel pas possible. Et c'est 3 petits vieux. Donc, il y a une mamie 68 arde, il y a un papy qui a fait Woodstock, et puis une espèce de mamie un petit peu luminaire qui vit entre les deux mondes. Et voilà, et donc c'est l'histoire finalement de cette génération, parce qu'à l'époque, moi je la côtoyais dans les centres sociaux, c'était une génération qui avait vraiment beaucoup de mal à trouver sa place, c'est-à-dire que ils voulaient absolument pas, enfin ils se retrouvaient absolument pas dans les structures prévues pour le 3e âge, c'est-à-dire les clubs du 3e âge. Fallait pas leur parler d'EHPAD parce que c'est un truc qui les faisait fuir. Et donc j'ai trouvé ça très rigolo de retransposer un petit peu. Ça a été la première et on l'a joué dans le cadre du centre social et ça a tellement bien marché qu'on m'a dit, écoute, essaie de la publier. Donc, je l'ai envoyée à la librairie théâtrale à Paris, Art et Comédie, et elle a été validée quasiment dans l'année, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une trentaine de compagnies qui l'ont joué à travers la France. Ce qui fait qu'ensuite, je me suis donné à d'autres essais avec des éditeurs un peu plus improbables. Le Je t'ai rien demandé, c'est nettement moins vendu, quoi. Disons que sorti de mon cercle familial, l'exemplaire que tu as chez toi, il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. C'est un collector. Voilà. Et ensuite, donc j'avais réécrit un premier polar qui s'appelait Les Berges mornes. Pareil, qui a eu un petit peu plus de lecture parce que j'avais été le présenter en salon de livre. Celui-là, j'ai été un petit peu au forceps. Et puis donc, derrière, 2e pièce de théâtre publiée avec Comédie, qui est donc Du sang dans le potage, que certains ont eu l'occasion de voir. Donc, pareil, j'avais écrit 2-3 autres pièces, mais ils ont validé que ces deux-là, les deux, je suis vraiment auteur de pièces d'EHPAD. En fait, dès que c'est petits vieux, ça inspire, sinon un peu moins. Et celle-là, donc c'est un accouchement long et difficile parce qu'en fait, elle est sortie, elle a été publiée le 20 mars 2020, c'est-à-dire au moment où le confinement est arrivé, les théâtres se sont fermés. Et là, depuis, il y a une vraie reprise. Je pense qu'il y a 5-6 compagnies qui l'ont jouée. J'ai même eu la surprise de voir qu'elle avait été jouée à Dubaï. T'as pas à Dubaï, ils ont juste oublié de me payer les droits. Je pense que c'est une manie, hein, les petites mains dans les pays du Golfe, c'est comme les ouvriers sur les stades au Koweït quand on ne les paye pas. Donc, mais ça a été quand même joué là-bas et donc j'ai eu la chance, celle-là, parce que je n'avais pas pu la jouer, de l'avoir mise en scène à l'homme. Et enfin, Terminus Gare des Francs. Alors, c'était une idée, je voulais vraiment retourner, certes, je suis dunkerquois d'adoption, mais natif de Tourcoing, et en particulier, je vivais dans ces espèces de zones limitrophes du Clinquet, du Brimpin, quoi, les lieux les plus attrayants de Tourcoing. Et puis, c'est vrai qu'une paire de fois, j'y suis retourné quand même avec un lien nostalgique. Je me suis baladé dans la rue de Bavet, qui était la rue de mon enfance. J'ai voulu réécrire une histoire et avec des gens que je connaissais, des gens que j'ai pu côtoyer, hein, puisque les 2 personnages principaux sont vraiment inspirés de gens qui me sont très proches, dont j'ai gardé les vrais patronymes. Alors, en gros, pour résumer, hein, en effet, un meurtre
un meurtre s'est déroulé à la gare des Francs. Et conjointement à ça, on vit un petit peu l'histoire, le témoignage d'un jeune soldat pendant la Première Guerre mondiale qui a vécu les batailles d'Ypres, qui a vécu un petit peu sur tous les champs de bataille de la région. Et finalement, l'explication, la trame de ce meurtre ne peut se dénouer qu'un siècle plus tôt sur voilà, la période de la Première Guerre mondiale. Alors, ça m'amusait, d'autant que le flic, je l'ai connu, il est un petit peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que dans les romans policiers, on a toujours des policiers très investis, qui passent des heures à bosser, qui ne comptent pas leurs heures. Lui ne pense que RTT, finir assez vite sa journée pour aller s'en jeter un petit au café des sportifs à Tourcoing, petite pub. Et voilà, donc c'est pas du tout le flic modèle, mais malgré ça, avec panache, il va quand même résoudre cette enquête, quoi. Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vas programmer sur Tourcoing. Tu parlais du café des sports, sports, oui. et également au Chagnon, a Au priori. Chagnon, éventuellement, seront organisées des séances de dédicaces. Donc, si vous voulez acquérir ce livre, vous avez toutes les adresses habituelles. Enfin, il est surtout vendu sur Amazon, ouais. sur les femmes à cheval, c'est ça, hein, Voilà, c'est ça, ouais. tu apprécies les sujets Ouais. avec des vieux, hein, tu es l'anté Marc Dutroux dans ton inspiration, mais par contre, sur la publication, tu restes très branché Voilà. cavalière. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, on vous tiendra au courant, mais en tout cas, vous pourrez gagner tout à l'heure un exemplaire dédicacé si vous répondez à la question extrêmement difficile que nous vous poserons tout à l'heure et qui aura bien sûr un rapport avec le LOSC. Je vous propose de passer, après ce préambule, à la première partie de notre émission. Donc, un retour sur Nantes-Lille, des Lillois en mode conquérant, un match compliqué, un match solide, un match que va nous résumer Baptiste avec ses statistiques, non? Bien sûr, elles sont actuellement sous mes yeux. Alors, un petit mot d'abord, on va parler d'arbitrage, parce que ce fut au cœur des discussions, des décisions arbitrage très litigieuses. C'est vrai qu'on a eu un Pierre Gailloust un petit peu dépassé. Je pense qu'on pourra peut-être revenir dessus, mais c'est vrai que c'est fort dommage, je pense, pour lui comme pour Lille, d'avoir un arbitre si peu expérimenté dans une rencontre qui avait vraiment plein de charme et qui comptait énormément sur le classement de la Ligue 1, on en reviendra ensemble. Au niveau des statistiques, on est clairement mitigé parce qu'au niveau des tirs, ça se joue à 12 tirs pour Lille, 11 tirs du côté de Nantes, 4 tirs cadrés pour Lille, 3 tirs cadrés pour Nantes. Au niveau de la possession, on est sur du 52% pour Nantes et 48% pour Lille. Et la stat qui est très, très, très incroyable et qui est vraiment presque hors du commun, c'est le nombre de fautes. 19 du côté de Nantes et 15 fautes sifflées du côté de Lille. On a plus de 35 fautes par match. C'est l'un des bilans les plus élevés. Preuve que le match était très, très, très musclé, mais que l'arbitre a fortement dégénéré dans ce match. Alors, ton sentiment global sur le match, comment tu le résumerais finalement? Il y a un match partagé avec peut-être une première partie plus à l'avantage de Lille et une deuxième partie plus à l'avantage de Nantes, notamment suite à l'exclusion de Timothy Weah. Ouais, c'est ça. C'est une première mi-temps un peu dominée de la part de Lille, sans trop dominer. On a vu du coup le but d'Amadou Onana, mais ce fut vraiment la seule réelle action de cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, pas trop d'occasions, si ce n'est du coup ce carton rouge de Timothy Weah qui, pour moi, a lieu d'être. Hein. Je suis supporter nantais, pour moi, je crie limite au scandale s'il n'y avait pas rouge, malheureusement. Hein. Il n'y va pas pour faire mal, mais on est obligé de siffler. Et après, la seule occasion nantaise à la fin, c'est cette frappe de loin sur une passe de Moses Ebon qui fait quand même double poteau. C'est là où on voit que Léo Jardim a installé un mur dans son but. Il a plus de 585 minutes sans avoir concédé de but. Il a 6 clean sheets. Il va peut-être dépasser Neyama, mais en tout cas, un match assez nul où on a vu vraiment des Lillois qui n'arrêtaient pas de se rouler par terre dès la 60e minute de jeu pour gagner du temps. C'était d'ailleurs assez désagréable et un match qui a dégénéré de partout parce qu'on peut compter, hormis celle de Sylvain Armand et de l'adjoint d'Antoine Comboré, plus de une ou deux
dans ce match. On reviendra tout à l'heure sur les incidents avec Sylvain Armand. Christophe, tu as vu le match, si je ne me trompe pas. Est-ce que alors, tu as une image figée, je ne sais pas si tu es en méditation ou si c'est ta caméra qui s'est bloquée, ça va, ça, tu bouges. Est-ce que tu peux nous faire part de ton sentiment global sur le match? Alors, moi, j'ai pas tout à fait le même ressenti que Baptiste. Alors peut-être le fait de l'avoir revu en replay, du coup, de pouvoir faire des allers-retours comme ça sur les matchs. Sur le match, moi j'ai plutôt, bon, on va rester dans le thème du théâtre. J'ai vu une pièce de théâtre en 2 actes avec un premier acte qui était ouvert sur le foot, même si ça a commencé plutôt doucement. Mais quand on regarde la première mi-temps, la première occasion, elle arrive par Gomez, qui vient du côté gauche, qui est normalement occupé par Bamba, qui rentre au centre, qui met une super frappe, un truc qu'on n'a pas vu, une action comme ça qu'on n'a pas vu de la part de Bamba, ça vient de Gomez. C'est bon, parce que c'est vraiment étonnant. Le début déjà était tendu, alors je pense qu'il faut revenir peut-être au match aller, où on avait déjà eu un match un peu tendu à Lille, avec notamment un carton rouge pour Fabio, un match qui avait été assez haché, assez dur, et là, en l'absence de Palois, ça n'a pas mis de poésie dans ce match du tout. On a vu que des actions avec des fautes, notamment une faute d'Onana dès le premier quart d'heure, il vient par derrière sur Blas, et c'est une sale faute. Il n'a pas pris de carton sur cette action, mais derrière, il y a Ksheka qui en met une aussi, et lui, il le prend par contre. Et c'est pas fini parce qu'il aurait pu finir également dans le vestiaire, ce jeune garçon. Mais moi, par contre, par rapport à Baptiste, j'ai vu un bon match de foot en première avec du dépassement de soi. On a vu du dézonage des deux côtés, vraiment des joueurs qui sont vraiment donnés. On a vu des choses. C'était pas trop réfléchi, on y allait, quoi. Voilà, c'était plutôt sympa à voir. Et puis la deuxième mi-temps, par contre, bah là, tout explose. Deuxième acte, plus rien, par que des fautes, de la tension que ça. Mais des deux côtés, hein, de toute façon. Donc j'avais remis quelques notes, mais voilà, ça a été une accumulation de fautes en deuxième. Et puis sur l'action du carton, bah, comme l'a dit Baptiste, par contre, là je suis d'accord avec lui, ça mérite rouge, clairement. Alors il vient pas par derrière, mais il le prend, il le bloque bien le pied. Et puis derrière, je suis désolé, mais Ksheka, il ne doit pas finir non plus parce qu'il le rate. Alors ça, c'est peut-être sa chance, mais il essaye d'accrocher Blas, il se fait prendre dans l'axe, il n'est pas bien placé. Il le rate, il a de la chance, ça donne pas but, mais il méritait également un rouge. S'il le chope, il prend un rouge, je pense, enfin, pour un deuxième jaune en tout cas. Mais vraiment pas une deuxième mi-temps, et je pense que c'est dû aussi à la tension qu'il y avait sur le banc. Mais des deux côtés, hein, c'est une sale ambiance en deuxième mi-temps, et on va retenir les 3 points. Alors, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, avant de passer la parole à Christophe D, des commentaires. Donc, on a Capenoul qui en disant qu'il n'est pas d'accord avec toi, Baptiste, semble dire qu'il est d'accord avec Christophe, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a alors, des commentaires d'ordre plus général. On a Julien, qu'on salue, qui nous dit qu'on entend super bien Christophe par rapport à l'autre D'habitude. fois. Et Damien Bonne, de l'excellente page DBC, qu'on évoquera tout à l'heure. On a un petit clin d'œil qui nous dit Christophe, c'est De Gaulle le 18 juin. C'est le côté sépia de l'image, à mon avis. Christophe, ton analyse de ce match Nantes-Lille, est-ce que tu es plutôt pro-Baptiste ou pro-Christophe? Non, je ne prends pas parti. Non, Ne nous résume pas le match France-Angleterre de rugby. non, bah, sinon c'est plus intéressant. Mais, non, mais sinon, c'était un match âpre. Enfin, c'est vrai ce qu'ils ont dit dans le côté bagarre, dans le côté on se bat beaucoup, mais la composition de l'équipe du LOSC était quand même assez originale. Quand même, hein. On avait quand même des gens qui jouaient. Gudmundsson, il n'avait jamais joué plus de 20 minutes à l'arrière gauche, il commençait là. Cheka au centre avec Font. Angel Gomez en 10, soit dit en passant, il a fait 10 fois mieux que ce que fait Ben Arfa en 4 matchs là-dessus. Hein. Il a vraiment bien occupé la place. Et après, le reste, ben, moi je suis vraiment déçu pour Wea. Alors moi je trouve que le rouge est sévère. Bon, voilà, c'est mon avis. Parce que il va jouer le ballon. Ok. On sort des matchs de Coupe des Champions. Je vous dis, en Ligue des Champions, il n'y a pas de rouge. C'est pas possible. En Ligue des Champions, je ne sais même pas s'il y a faute. En Angleterre, je ne sais pas s'il y a faute. En Ligue des Champions, peut-être qu'il y a jaune, mais il n'y a pas rouge. L'engagement, il est là. Ok. Il a un excellent engagement, il mérite jaune. Rouge, c'est sévère. Rouge, c'est quoi? Ça veut dire que c'est volonté de faire mal ou engagement non volontaire qui fait que tu peux blesser un joueur.
j'ai pas l'impression que le joueur était blessé. Il est sorti blessé, ok, mais bon, enfin, je pense qu'ils en ont rajouté une tonne aussi pour faire avoir le rouge à Wea, mais voilà, enfin bref, bon, bref. Mais enfin, tout ça, ça ne valait pas qu'un de nos dirigeants descende pour aller faire de la boxe, parce que là, l'image du club, elle est quand même dégueulasse. On va y revenir après sur ce fait de jeu. Voilà. On a notamment Baptiste qui a fait un excellent sondage sur Twitter qui va introduire ce débat sur le fait de jeu ou le match de boxe de Sylvain Armand. Et la fin du match à 10, ça a été pas si mal que ça, je trouve. On n'a pas trop mal géré. Après, on a eu deux grosses frayeurs, hein, le double poteau et puis la dernière action où, Koulibaly. comment il s'appelle l'attaquant, il oublie de mettre son pied, sinon il y a but. C'est Koulibaly. Merci à lui. Koulibaly, Merci beaucoup à lui. Et donc, du coup, voilà, à part ces deux actions, enfin, c'est quand même deux grosses actions, hein, deux gros dangers. Le reste, c'était plutôt bien géré à 10 contre 11. Même si on a. Voilà, c'était pas. C'était la fin du match, vous pouvez faire sans la regarder. Quoi. Après, si je peux me permettre, je me permets, François. Vas-y, je t'en prie. Christophe, tu parlais aussi du carton rouge qui n'est pas vraiment. Qui est sévère pour toi. Après, on voit Pierre Gaillot, qui ne met pas de carton, et c'est surtout de la faute, on va dire, là, de Nicolas Ravi, qui montre vraiment l'arbitre de la VAR, qui montre vraiment la chute de Moutoussamy. C'était vraiment limite son plan d'attaque qui montrait la chute de Moutoussamy. On voit qu'il tourne dans des jambes de Wea, donc entre guillemets, ouais, mais c'est le même problème. Ouais, ça peut venir sur n'importe quel choc, en fait, en effet. Ouais, c'est ça, mais c'est l'angle d'attaque de l'arbitre n'a pas été bon. Ça le problème plus que l'arbitrage en show. Après, comme je dis, c'est pas un scandale non plus, mais j'estime que ça valait pas rouge, et surtout qu'ils l'ont revu 12 fois l'action. Moi, j'ai revu 12 fois, et au fur et à mesure que ça passait, je disais, bon, il n'y a pas non plus. Bon, après, on a suffisamment évoqué le sujet lors du but refusé à Paqueta contre Lyon. Il y a un arbitre, il y a la VAR. Bon, à partir du moment où l'arbitre et la VAR ont pris leur décision, basta. Il faut s'en satisfaire, malheureusement. D'ailleurs, on peut dénigrer aussi l'attitude, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'attitude des joueurs de José Font et Chica qui veulent quitter le terrain. Enfin, il n'y a rien à gagner. N'importe quoi. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec ton sondage. Moi, je voulais juste regretter que notre ami, le directeur de la DTA, la direction technique d'arbitrage, son nom m'échappe, vous allez me le dire tout de suite, Pascal Garibian, n'ait pas fait de déclaration le lendemain matin sur toutes les chaînes de télé en confirmant qu'il y avait effectivement une faute qui nécessitait et qu'il avait vu sur un plan, le 13e plan de la vidéo, qu'il y avait effectivement une faute et que l'expulsion de notre ami Timothée Weah était méritée. Des commentaires sur le net, on a Capenoul qui nous dit à 11 contre 10, Nantes n'a rien montré. On a Franco qui est notre ami de l'Atlético de Madrid qui nous salue et qui nous dit félicitations pour votre victoire. Franco, félicitations pour la qualification de l'Atlético de Madrid. On manquera le rendez-vous en quart, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. On verra. On a également Anthony qui nous dit que donc après, on reçoit Lens, Monaco et aussi Nice. Seule la victoire est belle pour Julien et Anthony qui nous dit que les 3 points étaient bons à prendre. Alors Georges, est-ce que ces 3 points, c'est finalement ce qu'il faut retenir de ce match Nantes-Lille? Bah évidemment. Et puis, on l'évoquait, quoi, un record de clean sheet. Voilà. Attention, Gaëtan Huard, Jardim arrive. Il y a encore de la marge, hein, parce que sauf erreur, là, ça fait 6 matchs sans encaisser de but. Le record du Huard est à 1176 minutes. Ça fait 13 matchs. Quasiment. Ah ouais, 13 matchs. Donc, il y a encore un petit peu de marge. Hein. Jardim, il a intérêt à ne pas prendre de but d'ici à la fin de saison. Il y a Bordeaux, il y a Lens. Ça ne dérangeait pas. Bon, la perf est intéressante et ça interroge surtout sur. C'est vrai qu'on se questionnait beaucoup sur la méthode Gourvenec. Là, j'ai l'impression que il y a cette idée obsessionnelle de l'assise défensive et on le voit en effet même. Alors, j'ai pas vu tout le match, hein, j'avais des occupations, mais sur ce que j'en ai vu quand même, c'est vrai que Nantes n'a pas, hormis cette occasion où là, ça tient du miracle si elle n'est pas au fond, il y a quand même
une assise défensive sur les derniers matchs. Enfin, je veux dire, les 6 clean sheets, c'est pas non plus le fait du hasard, quoi. Il y a vraiment une solidité défensive. Alors, ce qui est intéressant sur la première mi-temps, c'est que ça commence un petit peu à s'animer devant parce que c'était le gros manque qu'on avait, quoi, hormis la demi-heure contre Clermont. Il faut voir aussi que ces 6 clean sheets sont quand même ponctués de prestations relativement ennuyeuses. Donc, évidemment, un rouge qui vient un petit peu remettre en question ce jeu offensif où il a fallu de nouveau sauver avec les moyens du bord. Donc, voilà, les derniers petits mots. Par-delà la question de l'arbitrage, elle se pose souvent. Là, en l'occurrence, la faute, je l'ai vue, et tout n'est question que d'interprétation. Ce qui fait que, un peu comme on l'a dit sur le but de Lyon, j'entends les deux parties en me disant moi-même, je suis plus de l'avis de Christophe, je trouve un peu sévère parce qu'il ne me semble pas que dans l'engagement, il soit venu pour faire mal. Mais au final, il fait mal quand même. Donc, c'est très compliqué. Par contre, le problème des arbitres de Ligue 1, c'est pas tant dans le fait de faire des erreurs, parce que tous les arbitres font des erreurs, c'est vraiment dans l'esprit où ils arbitrent les matchs qui font que régulièrement, des matchs comme ça tentent des fois à dégénérer, alors que préalablement, il n'y avait peut-être pas besoin. Enfin, je veux dire, il y a ce match-ci, mais je peux en cibler beaucoup d'autres où finalement, par un arbitrage ou saccadé, ou tatillon, ou hésitant, on peut, enfin, je veux dire, l'arbitrage peut porter préjudice au spectacle, quoi. Alors, moi, je voulais revenir sur le clean sheet, finalement, et la prestation de la défense lilloise, parce que, d'abord, il se fait avec une défense sans cesse remaniée, comme nous dit Capenoul sur les réseaux sociaux. Ensuite, quand je regarde précisément les actions qui se sont passées à Nantes, je pense notamment en fin de première mi-temps, il y a un arrêt de Jardim sur un tir de Ludovic Bias qui ressemble plus à une passe de volleyball qu'à un arrêt très académique. Et quand on voit effectivement le tir en fin de deuxième mi-temps qui rebondit sur les deux poteaux, on a l'impression que finalement Jardim est un chevalier Jedi et qui détourne les ballons avec la force de son esprit. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, il a vraiment une baraka extraordinaire en cette partie de championnat. Et ce qu'il faut aussi relever dans ce match, moi, c'est ce que j'en retiens en tout cas, et on verra peut-être, on développera ça tout à l'heure avec le bilan de la Coupe d'Europe, c'est qu'on a un groupe qui ne lâche pas. Il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on craignait qu'après une élimination contre Chelsea, on ait les joueurs qui partent un peu en sucette, qui abandonnent un peu, et on n'a pas l'impression, en tout cas suite au match de Nantes, que les joueurs ont lâché, bien au contraire. On a eu une force collective qui était impressionnante, on a eu finalement un groupe, et en tout cas c'est très rassurant et très encourageant pour la fin de championnat. Alors, D'ailleurs, je me permets 2 minutes, l'autre note optimiste aussi, c'est de se dire que, pas oublier que pourquoi la saison prochaine et finalement l'exode qu'on risque de vivre, c'est aussi une victoire obtenue sans 2 gros tauliers qui risquent de nous manquer l'année prochaine. Je veux dire, Botman et Sanchez ne sont sûrement plus là, donc preuve aussi qu'il y a un potentiel dans cette équipe, même sans les très très forts, quoi. Il est 21h33, je vous propose de passer au top et au flop de ce match. Baptiste, on va commencer par toi. Quels sont tes tops, quels sont tes flops à Lille, mais aussi pourquoi pas à Nantes, s'il y a des joueurs que tu as repérés? Alors, au niveau des tops, je vais citer déjà le gardien, Léo Jardim, qui a bien joué, hein, qui a fait l'arrêt qu'il fallait et qui signe son 6e clean sheet. Bravo à lui. Et je pense que l'homme du match, c'est Amadou Onana, qui a été omniprésent dans ce match. Très, très, très bien joué. D'ailleurs, pour la petite stat, il devient le meilleur buteur de l'année 2022 pour le LOSC actuellement avec 3 réalisations. Bravo à lui. Je ne sais pas si c'est une stat encourageante, ça, pour nos attaquants. Écoute, la stat est toujours là, mais Amadou Onana a été très, Juste très, avant très... Berbic, hein. C'est exactement ça, mais il a été très, 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 très bon dans un rôle de milieu aux côtés de Benjamin André. Et j'aimerais aussi mettre un petit encouragement à Chika qui, on se rappelle, l'année dernière contre le PSG, n'avait pas accepté franchement sa place de défenseur central face du coup au PSG. Il l'avait fait savoir, il a accepté son rôle
parfaitement dans une défense remaniée. Donc bravo à lui et bravo à toute la défense qui permet à Léo Jardim d'obtenir un 6e clean sheet. La défense y a pas quelque chose. Il paraît que d'ailleurs, ça a fait l'objet d'âpres négociations entre Gourvenec et Xheka, justement, sur positionnement défense centrale avant le match. On écoute les interviews d'après-match de On Gourvenec. pensait qu'Onana, d'ailleurs, allait être. On se disait qu'Amadou Onana allait être en centrale comme il l'avait fait face à Chelsea, et finalement, c'est le cas. Donc, il y a dû y avoir une discussion, en effet. Christophe C, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? Pour rester un peu dans le même esprit que Baptiste, même si c'était pas le but, moi j'avais noté Onana André, j'ai bien aimé les deux ensemble. C'est la première fois depuis un bout de temps où ils font tous les. Enfin, déjà Onana depuis le match à Lens, c'était plus tout à fait le même. Et André aussi, on l'avait un petit peu perdu, alors que là, tous les deux, ça a bien fonctionné ensemble. Alors, du coup, ça a joué un petit peu plus bas en deuxième mi-temps, mais j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi le replacement défensif de Bamba. Alors, il n'a pas apporté grand-chose devant, mais ce qu'il a fait, c'était plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé les efforts qu'il a pu faire défensivement. C'était important pour l'équipe, je crois. Après, côté nantais, j'avais noté en top nantais le raté de Koulibaly, parce que quand même, il faut le faire, parce que le centre est super. Le gardien lillois, franchement, il n'est pas top sur l'action. Il est même très loin du ballon. On ne peut pas dire que l'attaquant soit gêné. Et lui, il passe vraiment bien à côté. Donc voilà, merci à lui. Et puis côté nantais, j'avais noté Blas aussi, qui nous a bien emmerdé sur tout le match. Christophe D, est-ce que tu veux rajouter ta sélection? Moi, je mettrais Fonte. Je ne sais pas si on l'a dit, mais Fonte, il fait encore un gros match. Alors, bon, on va retirer le moment où il a voulu. Tu dis que les Lillois lâchent rien. Lui a failli lâcher à la 56e ou 60e, je ne sais plus quelle minute. Quand on a pris le rouge, il a failli rentrer au vestiaire. Mais c'est con parce que quand tu as déjà fait 2 tiers. Non, à part ça, Font, il fait un très gros match et c'est quand même. Les 6 clean sheets, c'est aussi lui. Et je pense que sans lui, la défense ne serait pas positionnée de la même façon. Et moi, je mets un gros plus à Angel Gomez parce que. On a tellement vu Ben Arfa triste pendant 4-5 matchs à cette place-là et on a vu Onana aussi qui s'est perdu à Chelsea. Donc, on ne savait plus bien parce qu'a priori, il veut jouer comme ça, Gourvenec. A priori, il veut jouer en 4-2-3-1. Bon, voilà. Et ben là, je pense qu'avec Angel Gomez, il y a une bonne solution. Après, c'était pas la seule solution, mais une bonne solution. Et puis après, c'est un flop. Si, moi, je suis déçu pour Wea. Parce qu'après, qu'il soit rouge ou pas, s'en fout, mais ça me fait chier que ce soit lui qui prenne un rouge parce qu'il joue déjà pas tellement souvent. Et c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Et là, il va se retrouver encore une fois avec 1, 2, 3 matchs. Bon, ça fait chier, quoi. D'ailleurs, Angel Gomez, c'est intéressant, notamment sur le moyen terme. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, notamment, ça peut être effectivement une carte si on arrive, bien sûr, à le garder. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection des joueurs, ton top ou tes tops et tes flops? Pareil, dans certains cas. Donc, il y a Gomez, en effet. Je trouve que c'est intéressant. Plus sur un poste, on n'est pas forcément vu jusqu'ici. Jardim, parce que ça a été des fois un peu holiday on ice, mais n'empêche, nouveau clean sheet. Et puis, j'ai oublié Onana, son but, en plus, but de Brissard, j'ai bien aimé la prestation. Et pas de flop, on ne va pas mettre de flop cette semaine. Alors, sur les réseaux sociaux, Capenou nous fait remarquer qu'on a beaucoup vu Xheka rameuter ses troupes pour encourager. Ses tops sont Onana, Xheka, Jardim. Anthony nous met Jardim et Onana en top. Les flops de Capenou sont Galoust, donc l'arbitre du match, et les abrutis qui ont agressé la section Lacelle en ville. Donc, on en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon rétablissement à la section Lincel et à leur dire on leur dédie cette émission, comme ça, et on espère qu'ils se remettront très vite, et on sait très bien que ça n'entachera pas leur amour pour le LOSC et pour les déplacements. D'ailleurs, François, j'ai eu quelques infos dans l'après-midi sur le déroulement et comment ça s'est passé. J'ai eu Erwan en messagerie, bien connu des réseaux. Et voilà, ils sont vraiment plus doués que pour la bagarre, donc c'était important de le signaler aussi. Ils sont plus doués pour l'apéro que pour la bagarre. Ils se sont fait vraiment agresser, c'était volontaire. On est venu les chercher dans ce bar. Le patron du bar a appelé la brigade noire.
juste parce qu'ils ont sorti un drapeau lillois dans le bar. Donc, franchement, inadmissible. Inadmissible. Bon, en tout cas, on verra s'il y aura des suites à cette agression, mais on leur souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Donc, Capenoul qui nous dit Fonte est à l'origine du but. Il n'a pas cité à cause de son comportement après le rouge. On y reviendra tout à l'heure. Et Jardim, c'est Daricole dans le triporteur, mais c'est efficace. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je trouve que la formulation, elle lui va très bien. Alors, avant, pour finalement terminer cette analyse du match de Nantes, je vous propose d'ouvrir le débat sur le carton rouge justement de Timothy Weah, même si vous êtes tous positionnés sur est-ce que c'est mérité ou pas, et surtout sur les réactions excessives des joueurs et de Sylvain Armand. Baptiste, tu as fait un sondage sur Twitter. Est-ce que tu peux nous en donner les résultats? Exactement. Alors, donc, sondage sur la page Breaking Dog où je demandais quel était l'homme le plus détestable de la rencontre entre le LOSC et Nantes. Alors, j'avais 3 propositions. J'avais donc l'arbitre Pierre Gaillouste, j'avais Sylvain Armand, dont je ne pourrais pas vous citer son poste, on ne sait jamais, et Eric Carrière, le rigolo, qui, voilà, c'est pour ceux qui ont écouté son commentaire, était plus que désagréable. Et à la surprise générale, je pensais que Eric Carrière allait être cité, ou alors l'arbitre. Finalement, Eric Carrière obtient seulement 19% des voix, 25% pour l'arbitre, et c'est 56% des votes qui sont sur Sylvain Armand. Le coach lillois, rien du tout, l'homme lillois, qui était d'ailleurs en top tweet, on l'a vu énormément avec de nombreuses vidéos. On a vu la vidéo de Canal où des insultes proliféraient à l'adjoint d'Antoine Comboiré ont été relayées plus de 500 fois, ont été vues des 1000 et des 1000 de fois avec des insultes que je ne vais pas répéter, étant donné que je ne suis pas un mec vulgaire, les deux Christophe pourront en témoigner. Mais franchement, donc, une attitude de Sylvain Armand qui est très, très, très désagréable et dont beaucoup de supporters lillois, c'est ça dont j'étais choqué, c'est que beaucoup de supporters lillois demandent même cette démission hors de mon club. L'attitude était désagréable dans ce match. En tout cas, donc un résultat de 56% quand même, et il était quand même face à des concurrents, parce qu'Eric Carrière et l'arbitre n'étaient pas non plus présents de tout reproche. Alors, Christophe, c'est ton analyse de ce fait de jeu. Je pense que tout part, en tout cas, le gros bordel juste après la faute, ça part du fait que l'arbitre au départ ne siffle même pas faute. Donc, on est loin du carton jaune, on est loin du carton rouge. C'est la VAR qui l'interpelle. Il va voir ça, il juge. Après, Weah, sincèrement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, il fait faute. Mais je pense qu'il faut même revenir 5 minutes avant. Déjà, 5 minutes avant, il y a de la frustration. Il rate une occasion, il est dans les 6 mètres. Il frappe à angle fermé. Il y a de la frustration. Il y avait 2 joueurs pas très loin de lui. Il l'a joué perso. Juste avant le carton, il rate aussi une occasion. Il fait un mauvais choix. Il perd le ballon. Enfin, l'équipe perd le ballon. Il va essayer de le récupérer avec trop d'engagement. En tout cas, pas maîtrisé. Il ne maîtrise pas le geste. Et à partir de là, voilà, l'arbitre juge après les images qui mérite un carton. Alors, là où je suis d'accord avec Christophe, c'est que franchement, le rouge direct, c'est un petit peu difficile, mais le joueur sort blessé, donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas. Bon, il y a pas de débat en fait. Pour moi, il prend le rouge et voilà, basta. Et après, la tension qu'il y avait sur le banc, c'est innommable, ce genre de choses, ça ne doit pas arriver, mais voilà, que ce soit Lillois, que ce soit Cambaré, qui n'a pas non plus mettre beaucoup de calme dans tout ça, mais les temps, il faut vraiment l'écarter. Il faut que vraiment, enfin pas les temps, pardon, excusez-moi, Armand, il faut que le président Létang prenne les décisions qui s'imposent et que ça vienne de lui. On ne doit pas attendre que la Ligue ou qui que ce soit prenne les décisions à notre place. C'est à Létang de faire le travail, il doit l'écarter au minimum jusqu'à la fin de la saison. Et si on veut vraiment être tranquille, je pense qu'il est vraiment nuisible pour le club. Il faut qu'il s'en sépare. Alors, il le fera sûrement pas parce que, a priori, il y a quand même des liens importants. Il est réputé comme le roi du barbecue en dehors du terrain. Je pense qu'il doit servir qu'à ça à Luchin. Donc, voilà, gardons-le en cuisine. Et puis, c'est tout. Mais plus avec nous, plus les déplacements et plus au bord du terrain, s'il vous plaît.
Alors, il y avait ce contexte. J'ai essayé de prendre un peu la défense de Sylvain Armand. C'est pas forcément le rôle le plus facile ce soir. Alors déjà, depuis le début de saison, on n'arrête pas de se plaindre que nos dirigeants sont très peu investis par rapport au club. Et on s'aperçoit que sur ces situations-là, ils le sont peut-être un peu de trop. Alors, je justifie pas la forme, hein, mais j'essaie plus de les chercher sur le fond. On a, en plus, Sylvain Armand et Olivier Létang étaient dans une situation un peu de stress parce que je pense qu'ils ont perdu un de leurs amis proches qui est décédé quelques heures avant ou quelques jours ou quelques heures avant le match. Et ça n'aide pas forcément à garder son calme. Maintenant, est-ce que justement ces réactions, alors là je mets celle de Sylvain Armand, mais également celle des joueurs, est-ce que finalement c'est bien parce que ça met la pression sur l'arbitre et peut-être que ça a changé quelques décisions d'ici à la fin de match, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement agaçant et ça peut être contre-productif parce qu'au bout d'un moment, on risque d'être arbitré finalement comme un club qui n'arrête pas de râler et peut-être se prend de sévères décisions à l'avenir. Alors, je sais pas, Christophe ou Georges, je te vois opiner de la tête là. Non, je sais que ça peut être profitable à certains clubs comme à Lyon. Et encore, je pense que Lyon a des fois eu à payer. Moi, je ne suis pas sûr que ça puisse avoir un effet positif d'avoir un type qui s'agite. Alors, c'est vrai qu'on prend l'exemple d'Armand. Je crois que sur ton sondage, Baptiste, peut-être qu'il paye aussi le fait qu'il n'en était pas à sa première. C'est ça. Il y a sa seconde, puisque même la suspension liée à son altercation avec Antonetti a levé un sursis qui datait d'avant. Donc, manifestement, pugilat en tribune, ça doit être une de ses spécialités. Donc, plus que le barbecue, d'ailleurs, Christophe. Ouais. Enfin bon, ça alterne, quoi. Ouais, c'est viande et châtaigne, quoi. C'est un vieux truc, mais non, moi je pense qu'au bout d'un moment, ça peut avoir tendance à irriter, peut-être oui, même à être totalement contre-productif. En tout cas, et puis ouais, ça donne une image du club qui est peut-être pas très reluisante, quoi. Alors, Julien, sur Internet, confirme un peu dans ce sentiment-là. Hein, Sylvain Armand fait honte à notre club et au football pro en général. Il est descendu au bord du terrain alors qu'il était suspendu. J'ai mal à mon losque. Christophe, tu veux rajouter quelque chose, toi qui es un fan de l'arbitrage du rugby? Ouais, non, mais déjà, un point sur l'arbitrage, sur la VAR. La VAR est appelée, il n'y a pas eu faute dans le jeu, la VAR est appelée, c'est un rouge ou rien. Donc ça, ils doivent le comprendre. Moi, je peux être frustré. Moi, j'aurais été frustré aussi, j'aurais dit, maintenant, c'est dégueulasse. Mais tu es frustré, c'est bon, tu es frustré. Tu ne vas pas descendre, casser la gueule à tout le monde, quoi. Il y a un moment, il y a de la mesure à mettre. Et il ne faut pas qu'ils nous oublient, ces gens-là. Enfin, je pense qu'ils ont oublié depuis un bout de temps avec les salaires qu'ils ont, qui ont été révélés il n'y a pas longtemps, encore une fois. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a tous des jeunes qui les regardent, quoi. Et c'est quoi cet exemple? C'est quoi cet exemple? Alors, quand on voit dans les petits clubs où il y a des bagarres, où j'en ai encore vu récemment, hein, c'est lamentable, où les mecs ils se battent sur le terrain parce que pour un oui, pour un non, où ils ne sont pas d'accord avec l'arbitre, où ils ne sont pas d'accord avec ça. Ben voilà, ça, un exemple pareil, je suis assez d'accord pour dire carrément, ben, si c'est bien faire le barbecue, qu'il reste à Luchin, prépare ça tranquillement, il rentre le lendemain, voilà, il y a toute la soirée préparée, il fait des salades avec, là, tout va bien, quoi. De couper la viande pour les joueurs, ils n'arrivent pas toujours à la couper, donc il va s'arranger et tout ça. Mais voilà, mais qui reste à sa place, parce que c'est pas lui qu'on devrait parler à chaque fois, quoi. Et en plus, là, il a réussi à faire péter les plombs à Fonte et Tcheka, c'est quand même une catastrophe, parce que si eux, s'ils suivent cet exemple-là, on est quand même très mal, quoi. C'est pas l'exemple à suivre, quoi. Donc, après, par rapport à ce que tu disais, j'ai connu un LOSC qui s'écrasait tout le temps devant l'arbitrage. Même quand il se faisait marcher dessus, il disait rien. Alors, il y a une petite mesure à avoir, mais là, on est allé beaucoup trop loin dans le curseur, quoi. Qu'on ait réclamé à l'arbitre, qu'un Gourvenec aille voir l'arbitre en disant « Je ne comprends pas votre décision, je suis désolé, l'arbitre, tu lui expliques. » Ou alors, il lui dit « Ta gueule », parce qu'en football, on dit tout le temps « Ta gueule » qu'on explique. Contrairement au rugby, hein. Au rugby, on vient expliquer, on est d'accord ou même pas, mais on vient expliquer. Bon, voilà. Mais quel entraîneur puisse aller dire ça en disant bah, écoutez, monsieur l'arbitre, expliquez-moi votre décision.
Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que l'entraîneur peut dire bon, non, je ne suis pas d'accord avec votre décision. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est une forme d'influence, c'est vrai, mais c'est aussi une façon de dire ben non, mais je suis pas. Voilà. Bon, je suis quand même pas d'accord et je me sens frustré par votre décision. Tu as le droit de le partager, ce sentiment-là. Quand tu restes poli, quand tu gueules pas, quand tu mets pas les points et tu n'insultes pas fils de pute, machin, compagnie. Enfin, on est où, quoi? Sérieux? Voilà, on a terminé cette analyse du match Nantes-Lille. Donc, il est 21h49. On a commencé un petit peu en retard. On avait des obligations avant l'émission. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Avant cela, je vous rappelle notre jeu concours. Donc, alors, contrairement à d'habitude, il va falloir attendre quelques temps avant de vous donner le bon résultat. Alors, je vous rappelle que cette semaine, vous pouvez gagner le livre. Hop, il est où? Il est là, il est là. Donc, le livre Terminus Garde des Francs, écrit, produit, édité par notre ami Georges et qui est disponible depuis début mars, notamment chez les Cavalières qui vous livrent tout à domicile. Donc, vous aurez un exemplaire dédicacé. Pour cela, c'est simple. Il faut simplement répondre à une question. Alors, cette semaine, la question est combien de matchs de suspension va prendre Sylvain Armand à la prochaine commission de discipline suite au match Nantes-Lille. Le premier qui donne la bonne réponse gagne le livre dédicacé. S'il n'y a pas de bonne réponse, celui qui s'en approchera le plus et le plus rapidement possible gagnera le bouquin. On vous donnera les résultats la semaine prochaine. Vous pouvez commencer. Alors, ça commence fort. Hein. Capenoul nous dit 10. Et là, pour une fois, Capenoul, ce sera le facteur qui va livrer. Donc, le fait que tu sois très loin de nous ne posera pas de soucis. Ah, il dit 10, il dit 10 ans. On parlait en nombre de matchs. Hein, nous, donc voilà, donc, cette première partie est terminée. Je vous propose finalement de passer à la deuxième partie de l'émission, qui est un bilan après le match de Chelsea, le bilan de la campagne européenne du LOSC. Alors, pour commencer cette deuxième partie d'émission, Baptiste, est-ce que tu peux nous rappeler finalement les statistiques du match Lille-Chelsea et ensuite, très rapidement, on fera un tour de table pour savoir comment vous avez apprécié ce match. Exactement. Alors, au niveau des statistiques, ben, un peu la même lancée que Lille-Nantes. On est sur des tirs équitables, 8 tirs partout. Malheureusement, Chelsea, on a cadré 4. Lille, on a malheureusement cadré qu'un seul. Et c'est ça qui a fait la différence. Au niveau de la possession, Chelsea, on a 56, 44 pour Lille, alors qu'à l'aller, Chelsea avait plus de 60%. Donc, une nette amélioration. Et la statistique aussi que je vais mettre en avant, bah, c'est toujours le même nombre de fautes, 20 fautes pour Chelsea, 15 fautes pour Lille, qui a montré un match engagé. Après, je vais laisser mes collègues parler sur ce match, mais pour moi, ça fait un match parfait jusqu'à la 45e où on se prend le but et on est malheureusement éliminé. C'est ce but qui fait tout, parce que sans ce but, on est qualifié. Georges, est-ce que rapidement, ton sentiment sur ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions? On avait dit au match aller qu'il y avait vraiment un énorme écart entre les deux clubs. Je ne change pas d'avis. Cependant, je pense qu'il y avait un exploit, un moment qui était jouable. Et surtout, par rapport à ce qu'on avait évoqué ici, moi, j'espérais voir des joueurs se vider, tenter le tout pour le tout, vraiment jouer pour se qualifier, non pas pour limiter la casse. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils l'ont très bien fait. Ça se joue à pas grand-chose, c'est-à-dire que il y a un petit relâchement en effet dans les arrêts de jeu qui coûtent très cher. Derrière, il y a une tête magnifique de Xheka qui peut être un vrai tournant, parce que je me demande ce qui se serait passé à ce moment-là s'il marquait. Et puis, il y a eu quelques coups du sort quand on n'a pas été aidé. Botman et Selig qui se blessent quasiment sur la même action. Il y avait vraiment une poisse en même temps. Donc, la logique a été respectée. Chelsea était plus fort, mais Chelsea aurait très bien pu passer à la trappe s'il y avait eu comme ça ces vents qui tournaient dans le bon sens, quoi. Donc moi, finalement, très content de la prestation retour qui a été très aboutie quand même de ce point de vue-là.
Je vais demander leur avis au Christophe. On va commencer par Christophe D. Bah, moi, je vois pareil, je suis très content de la prestation. Moi. J'avais dit, il faut utiliser notre vitesse. Je trouve qu'on n'a pas encore assez utilisé, parce qu'on a bien vu que quand on a pu jouer vite et dans le dos, surtout la défense de Chelsea, ils étaient bien emmerdés. Surtout du côté d'Alonso, qui pour moi est quand même leur gros point faible. Hein. Si on met un attaquant qui va très vite et qui est très technique derrière lui, il aura du mal à suivre. Et donc, du coup, je trouve que c'était bien fait. Dès le départ, je trouve que Yilmaz, s'il n'hésite pas trop sur sa frappe, il peut même marquer d'entrée quand il part tout seul. Ça peut tout changer. Il a mis un peu de temps à se régler, Yilmaz, mais enfin, il a tout donné, il a essayé de porter l'équipe. Et franchement, ben, le regret, c'est le un partout, comme on disait, parce que on le voit arriver à 50 km ce but. On sait très bien qu'ils vont aussi à un moment donné mettre la balle à l'intérieur. Botman, il y a une seconde de retard sur l'intervention. Et Jardim, il fait une sortie comme moi je fais quand je joue en football à 7, quoi. Il reste debout, lève les mains. Bon, d'accord, tu peux tirer à côté, quoi. Non, c'est nul. Enfin, il avait pas été bon du tout là-dessus, Jardim. Puis bon, les poteaux sont pas avec lui en Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment dommage que ce but-là, il est vraiment évitable. Et après, en deuxième mi-temps, on a repoussé, on a eu la barre. Après, on prend le 2-1. Il y a une petite vague de mou. En plus, ces DVE, ils ont entamé un champ que moi, je ne connais pas, donc je ne peux pas les aider. Et on est reparti sur une fin de match où ça a repoussé de nouveau et les champs se sont remis en route et c'était vraiment génial. Enfin, l'ambiance a été vraiment une ambiance comme on n'a jamais eu au Grand Stade. Je ne vais pas dire Pierre Mauroy, comme c'est pas. En fait, sérieux. Grand Stade. Merci. Christophe C, alors ton avis, une ambiance remarquable, un Ah match oui. remarquable? Je suis d'accord avec Christophe, l'ambiance a été extraordinaire du début à la fin, même avant match. Après match, c'était sympa aussi d'ailleurs. Mais vraiment, c'est vrai, l'ambiance a été extraordinaire. Ça n'a pas arrêté. On a mis la pâtée aux Anglais au moins sur l'ambiance au match aller et au match retour. Et ça, on peut en être fier quand même. Là-bas et au retour, c'était formidable. D'ailleurs, Ah, c'était souligné par beaucoup de supporters anglais sur Internet qui étaient présents au effectivement. stade Pierre-Mauroy. Ouais, effectivement, et pour les autres, on s'en fout, ils sont pas venus, tant pis pour eux. Ils ont raté ça. Et franchement, bah alors c'est vrai qu'au niveau foot, la marche était vraiment trop haute depuis le match aller, mais au moins on a livré un vrai match de Coupe d'Europe. On se dit pas, ah, il manquait pas grand-chose, non, il manquait quand même beaucoup, mais on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour essayer de marquer un petit peu l'histoire, et on n'en est pas passé loin au niveau de l'histoire en tout cas. Vraiment une belle aventure et on peut être fier de l'équipe, que ce soit match aller ou match retour. Voilà, vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de Mm. volonté de bien faire. Et je pense que cette volonté, elle est vraiment symbolisée par le match de Burak Yilmaz, qu'on n'a pas toujours défendu depuis Mhm. quelques semaines, mais qui là a fait vraiment une rencontre qui était extrêmement intéressante, pleine de volonté. Il a vraiment porté l'équipe pour aller devant. Et finalement, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, il fallait vraiment mettre une pression offensive qu'on a pu faire grâce à lui, notamment. Et c'est ce qui a permis au moins d'espérer pendant 44 minutes, voire même un peu plus, allez, on va dire 50, jusqu'au moment où on a encaissé le deuxième, où là, la messe était dite. Donc, alors finalement, plus globalement, selon vous, quel bilan faites-vous de cette campagne européenne, à savoir est-ce qu'elle est satisfaisante et est-ce que vous ne craignez pas finalement qu'elle a coûté beaucoup de points en championnat? Qui veut commencer? Je ne vous sens pas très motivé par cette question. Baptiste, tu as rigolé en premier, donc c'est toi qui vas commencer. Je savais que j'aurais pas dû rire. Non, un bilan de cette campagne, c'est une campagne exceptionnelle. Quand vous finissez, quand vous êtes le plus petit coefficient UEFA, qu'on se fait moquer de partout sur les réseaux sociaux, notamment par nos amis qui habitent 50 km plus loin. Voilà, le petit poussé va se faire éliminer au premier tour, etc., va se prendre des branlées, etc. Et vous arrivez avec un groupe abordable, des déplacements qui devaient être super sympas pour ceux qui l'ont fait. Je pense à Christophe, par exemple, qui a pu aller à Séville, ça devait être exceptionnel. Enfin, une campagne, je pense, en phase de poule qui était énorme. On gagne nos 3 matchs au match retour, on est premier, un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est totalement impressionnant. Ensuite, voilà, un huitième de finale, ça faisait longtemps. Moi, c'était mon premier huitième de finale et mon premier match de Ligue des Champions assisté au Stade Tournoi et c'était une ferveur énorme.
jamais autant crié sur un but. Je crois que j'ai regardé d'ailleurs avec Christophe, on s'est regardé. Enfin, c'était totalement magique ce but. Enfin, j'aurais limite pu le pécho, mais bon, je l'ai pas fait. Mais franchement, c'était une ambiance incroyable. Et Je suis donc désolé après, pour les auditeurs, on n'a pas les images. j'espère. Mais après, tu disais, est-ce que ça nous a coûté des points? Écoute, si ça nous a coûté des points, tant pis. C'est une expérience exceptionnelle, très peu de clubs. Aujourd'hui, on n'était que deux cette année à jouer la Ligue des Champions. Alors, si ça a coûté des points, c'est pas grave parce que l'année prochaine, il y aura la Ligue 1. On ne sait pas s'il y aura la Ligue des Champions et la Ligue des Champions forme des souvenirs exceptionnels. Donc, c'est pas grave si on perd des points. Alors, j'ouvre le débat aux autres, alors qui veut prendre la suite, en sachant que voilà, on a, je pense, un bilan extrêmement positif de cette Ligue des Champions, et on a finalement, on se trouve aujourd'hui toujours engagé dans la course à l'Europe pour la fin de saison. Alors, est-ce que finalement, c'est pas une saison qui commence à devenir réussie pour Jocelyn Gourvenec? Oui, bah, Georges? oui. Alors, bah, pour en venir d'abord à la question des points, si on regarde juste sur le huitième où les Lillois sont des. Alors, il y a eu les deux matchs qui ont précédé, c'est-à-dire Metz et Saint-Étienne. On peut s'interroger sur l'implication et peut-être s'imaginer que les esprits étaient déjà en bleu au moment où ils vont affronter ces deux équipes. Il n'empêche que c'est souvent dans les matchs qui suivent que ça devient compliqué. Et derrière les deux matchs entre Chelsea, c'est une victoire à Lyon, une victoire à Nantes. Donc, je pense que la gestion d'après-match, tout au moins en termes de résultats, était, pas sur la manière, mais en termes de résultats, était très réussie. Et donc, la question que tu posais par rapport à cette campagne, bah, oui, d'abord, oui, je crois que ça va sauver la saison de Gourvenec. La chance qu'on a aussi, c'est ce que j'évoquais la fois dernière, c'est que devant, ça avance pas vite. On a même commencé à laisser sur place des équipes derrière. Hein. Je pense à Lyon, je pense à quelques équipes qui avancent de moins en moins vite. Donc là, on se retrouve quand même dans une situation où on est à 5 points du podium, c'est ça? Ou Oui, je peut-être un crois que peu c'est 5 plus? points du podium et 2 points de la première place pour la fameuse conférence Europa League. Voilà. Donc, bah, maintenant, l'incidence de réussite du club, elle va se ressentir sur le Money Time qui arrive. Je pense que si on réussit à être européen, y compris en Europa League sur cette saison, bah, ouais, vis-à-vis de Gourvenec, ce sera une saison très réussie. Alors, peut-être pas en matière de spectacle, on ne s'est pas toujours éclaté cette saison, mais en tout cas, en termes de résultats, ça fonctionne. Et en effet, je voulais relayer de tout. Il n'y a pas que les Lensois, tout le monde avait annoncé que le LOSC, bah, à l'instar de tous les clubs français, hormis Paris et Lyon, allait faire de la figuration dans sa poule. Finalement, ils finissent leader. Une poule pas si facile que ça. Enfin, je veux dire, Séville, il fallait jouer, Salzbourg, et puis quand même une équipe qui avait fini quatrième du championnat d'Allemagne. Donc, c'est pas non plus. C'était une poule qu'il fallait jouer. Malheureusement, à l'inverse aussi, on peut se dire qu'en ayant fini premier de cette poule, on n'a pas été gâté du tout pour le tirage des huitièmes parce qu'on a tiré ce qu'il y avait de pire. Donc, Deux ouais, moi, fois je en trouve. plus, 2 fois. Ouais, c'est ça. Il y a eu. Non, c'est insister. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà, quoi. Donc, au final, je pense que dresser le bilan de la saison de Gourvenec, ça se fera euh, en toute fin. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, on a encore notre destin bien en main et ça peut donner, on peut vivre encore quelques belles heures cette saison. Juste un petit rappel, vous pouvez toujours nous répondre à la question pour gagner le livre dédicacé donc de Georges. Je vous rappelle la question, combien de matchs de suspension Sylvain Armand va-t-il prendre à la prochaine commission de discipline? On a déjà des réponses. On a Capenoul dans l'ordre d'arrivée sur les commentaires qui nous annonce 10 matchs. Julien, 8 matchs. Frédéric, 5 matchs. Et Mathis, 6 matchs. Vous pouvez continuer. Les premiers qui donneront la bonne réponse vont pouvoir gagner ce livre. Alors moi, je voulais revenir sur
toujours sur le sujet de Gourvenec, qui d'ailleurs fête ses 50 ans aujourd'hui. On a un entraîneur qui reste encore très jeune. Enfin, n'écoute pas ce que je dis, Baptiste, hein, tu peux pas comprendre. Donc, je voulais vous donner quand même une stat qui est assez amusante, parce que Gourvenec, il a quand même reçu des sauts de merde depuis qu'il est arrivé au LOSC, voire même avant qu'il soit arrivé au LOSC. Et aujourd'hui, moi, j'ai une stat, parce que ceux qui mettent toujours en avant le travail exceptionnel de Christophe Galtier l'année dernière, en considérant que c'est un entraîneur nettement supérieur à Jocelyn Gourvenec. Je voulais juste vous faire remarquer que Nice a perdu 8 matchs cette saison depuis le début du championnat, alors que Lille de Gourvenec n'en a perdu que 7. Donc je me demande si on ne pourrait pas proposer Jocelyn Gourvenec pour l'élection du meilleur entraîneur de Ligue 1 en fin de saison chez nos amis de Canal+. Les hommes mentent, pas les chiffres. Voilà, tout à fait. L'arithmétique, il n'y a que ça de vrai et c'est un spécialiste qui nous l'a dit, Baptiste. Donc voilà, Christophe, alors je ne sais pas lequel veut relayer finalement ces différents commentaires. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce bilan? Est-ce qu'on doit attendre la fin de saison pour le faire, ou est-ce que déjà aujourd'hui c'est intéressant, surtout qu'on aura une fin de saison, je le rappelle, où on va recevoir, alors on a des matchs supposé facile, même si les matchs de Metz et Saint-Etienne démontrent que les matchs sont jamais faciles. Et on a surtout des confrontations directes avec des concurrents dans la course à l'Europe. Je pense à Monaco, je pense à Rennes, je pense à Nice. Strasbourg et à Nice, Strasbourg. Donc qui vont être extrêmement intéressants, qui nous permettraient de rattraper ce retard si les issues étaient favorables. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité un 5e adversaire. Alors, Christophe. Lequel? Allez, on va commencer par l'ordre alphabétique. Christophe C. Christophe C. Du coup, j'étais pas prêt. Alors, Christophe D, c'est pas grave, on improvise au bistrot. Allez, Christophe D, tu as gagné le droit de commencer. Ouais, bon, déjà, Gourvenec, meilleur entraîneur, ça me paraît juste évident, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y aura pas photo pour le trophée, quoi. Au moins, ça sera moins discutable que Messi, hein, Ballon d'Or. Mais sinon, non, par rapport à Lille, j'ai l'impression que quand on n'était pas bien en Coupe d'Europe, on n'était pas bien en championnat. Ça serait bizarre, hein. Enfin, après, c'est peut-être qu'une impression, parce que je regarde jamais les stats et je ne me rappelle plus des matchs en détail. Mais j'ai vraiment l'impression que lorsqu'on n'était pas très bien au début de Ligue des Champions, on n'était pas très bien en championnat non plus. Quand ça commençait à aller mieux, ça allait mieux en Ligue des Champions. Après, ce ne serait pas trop étonnant parce que c'est une équipe qui joue beaucoup sur le mental. Et j'en reviens à ça, c'est que le fond de jeu de cette équipe, il n'est pas défini, quoi. En fait, si on me demande comment joue Lille, je ne sais plus qui disait ça à chaque fois, c'était comment notre ami Gildas. On ne sait pas comment joue Lille. Alors, il joue toujours différemment. Maintenant, je pense que ça fait des semaines qu'on joue en 4-2-3-1. Bon, ok. Le principe tactique, je vois à peu près. Après, l'animation, je ne la vois pas trop. Enfin, c'est pour ça que je disais que Angel Gomez, récemment, il me fait plaisir mais on l'a vu qu'un match, hein, parce que lui, au moins, il vient prendre les ballons, il essaie de mettre du jeu. Mais enfin, si on joue dans cette tactique-là, il faut absolument que les milieux soient un peu plus créatifs, quoi, parce que là sinon, après, on est dans une phase où il faut marquer des points, je suis bien d'accord, hein. Mais encore une fois, si on est un peu créatif au milieu, si on a des gens qui vont vite sur les côtés, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas, quoi, qu'on n'arrive pas à accrocher les points pour nous ramener au moins dans les 5 premiers. Je pense que c'est l'objectif. Christophe C, est-ce que tu as eu le temps de préparer ta réponse? Du coup, oui. Pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, forcément, on a perdu des points sur cette saison. C'est évident, quand on joue autant de matchs de Coupe d'Europe, on y laisse des plumes, que ce soit au niveau des points, au niveau du physique, au niveau de l'intensité. Forcément, on ne peut pas être au top comme on a pu l'être l'année dernière. Et en plus, on paye, je pense, aussi la saison dernière, où certains joueurs ont surperformé, mais certains sont allés aussi au-delà, je pense, de leur capacité physique notamment. Et il y en a qui le payent cette année, comme Bourak, par exemple. Je suis sûr qu'il paye encore la saison dernière. Alors en plus, il n'est pas en réussite cette année, mais comme tu disais tout à l'heure, on a vu un bon Bourak contre Chelsea. Et dans ces matchs-là, quand il apporte de la positivité, il apporte forcément beaucoup à l'équipe. Donc un bon point pour lui.
Après, ce que je retiendrai de cette saison en Coupe d'Europe, au-delà des déplacements qui ont été superbes à faire, le dernier qu'on a pu faire ensemble, ou notamment Séville, comme a dit Baptiste tout à l'heure, c'était juste génial. Ça reste toujours un événement, je pense, pour n'importe quel supporter de pouvoir faire des déplacements avec le club, alors que ce soit en indépendant ou alors en groupe, comme on a pu le faire ensemble, c'était juste le top. On découvre des footballs différents et des ambiances différentes. Et je pense qu'on a aussi mis sur la carte de l'Europe Lille. Maintenant, je pense que les gens nous connaissent mieux, savent nous situer dans le monde du foot. Maintenant, je pense que vraiment, les gens vont savoir où on existe et on sera peut-être plus pris à la rigolade. Alors, chez nous, on disait, bah oui, le groupe est facile. Ouais, on a joué contre Séville, qui est deuxième du championnat. Faut pas l'oublier, encore maintenant. On a joué contre, Georges le rappelait tout à l'heure, contre Wolfsburg, qui était à l'époque cinquième du championnat, qui avait fait une superbe saison. On a joué contre Salzbourg, qui a été éliminé juste là en huitième. On n'a pas eu à faire un groupe facile, contrairement à plein d'autres. Moi, je ne suis vraiment pas de cet avis. On avait un groupe homogène, on avait une belle équipe, on l'a montré et je pense que c'était important. Et j'espère qu'on y retournera cette année. C'est jouable. Si on a autant de tensions en ce moment au bord du terrain, c'est parce que justement aussi, et on l'a vu à Nantes, on a encore moyen d'aller accrocher un petit peu plus que la Ligue Europa ou la Ligue Conférence. On peut encore aller chercher ce podium. On a les capacités de le faire. On va rencontrer des concurrents directs qui vont également se rencontrer entre eux. J'y crois fermement et j'espère pouvoir encore faire plein de beaux déplacements l'année prochaine. Alors, on a Julien sur les réseaux sociaux qui nous dit « Je n'ai pas l'impression que la Champions League est impactée si négativement que ça le championnat. Pour lui, c'est plutôt un problème de motivation des joueurs pour les petits matchs. Et seules les belles affiches, qu'elles soient européennes ou nationales, les font triper. » Et puis, il nous dit aussi que la différence entre la saison dernière et cette saison, c'est notamment, ça porte un nom, c'est Mike Maignan, hein, qui est, même si finalement, défensivement, c'est ce qui a aussi fait notre force sur les 3 derniers matchs de la poule de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup manqué cette saison, notamment en championnat. Alors, il y a finalement un article aujourd'hui dans le meilleur quotidien sportif français, c'est-à-dire le seul, qui explique le fait que le LOSC, lors de cette campagne de Coupe d'Europe, soit à la fois si proche de Chelsea et si loin. C'est notamment les grilles des salaires. Alors, ce sont des estimations de salaires qui ont été faites par l'équipe. C'est pas la voie des sports. C'est pas la voie des sports, c'est l'équipe. Et en fait, alors pour information, le plus gros salaire de la Ligue 1, c'est Monsieur Couchetola, Neymar 4 millions. Qui, pour se coucher sur les pelouses de Ligue 1, touche 4 83 000 € par mois, hors prime, en brut, hein, bien sûr. Alors, en fait, le mec s'entraîne quand même jusqu'à 5 heures du mat, quoi, la PlayStation. C'est vrai, je trouve que alors, on parlait tout à l'heure de… Poker, ouais. Le deuxième, c'est Messi avec 3 375 000, ensuite Mbappé 2 200 000. En fait, les 14 premières places sont trustées par le Paris Saint-Germain, voire même sur les 23 premiers, il n'y a que 2 monégasques qui viennent s'insérer dedans, le reste c'est du PSG. Ça démontre bien que finalement, la problématique de Lille, c'est que c'est les moyens financiers. Les moyens, le plus gros salaire lillois, c'est Renato Sanchez avec 338 000 € de salaire. Lille est la 7e club en classement moyen des salaires dans son effectif, avec un salaire moyen de 95 000, mais qui est quand même à peu près l'équivalent. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne des salaires en France est 100 000 € si on inclut le PSG et de 67 000 si on le neutralise. Pour vous donner un ordre de grandeur également, le salaire médian, c'est-à-dire c'est le niveau
à ce niveau-là, il y a autant 50% des joueurs qui touchent moins et 50% des joueurs qui touchent plus. Il est de 40 000 euros. Donc, ça veut dire que le salaire moyen de 95 000, c'est plutôt pas mal, hein, septième du championnat. Devant, il doit avoir Marseille, il y a Monaco, il y a Rennes, il y a Lyon. J'en oublie un, forcément, ça fait 6. Mais Nice. Nice, voilà. Et on a donc sur les salaires, on a le podium lillois, c'est donc Renato Sanchez, 338 000, Burak Yılmaz, 230 000 et Jonathan David, 162 500. Tu as fait des statistiques, si je ne dis pas de bêtises, Baptiste, sur ces salaires. Tu peux nous faire rêver? Bien sûr. Alors après, juste pour réagir à une de tes propositions, tu parlais de Lille n'avait pas de moyens. Je pense que quand Layvin Kurzawa touche plus que Renato Sanchez, il y a un problème au sein de ce club. Alors du coup, pour revenir Peut-être que les Kurzawa touchent, déjà, il y a un problème. Ouais, c'est ça. C'est le problème. Kurzawa touche 500 000 euros par mois. Voilà, c'est exceptionnel. Hein. Renato en touche 300. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il touche plus que pied. C'est normal. Ouais. Pourtant, Pied a joué 5 minutes de plus. Alors, du coup, je me suis basé sur le fait voilà, des joueurs du LOSC qui ont joué plus de 1000 minutes parmi les 10 plus gros transferts, donc plus gros salaires, pardon. Donc, j'ai enlevé Jérémy Pied, j'ai enlevé Isaac Yadji et j'ai enlevé le gardien frauduleux Orestis Karnesis. Et j'ai donc calculé le salaire mensuel brut et le nombre de minutes jouées. Et j'en suis donc arrivé à un prix par minute jouée. Et j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous savez quel est le joueur que l'on paye le plus par minute jouée parmi les 10? Sanchez. Sanchez. Ouais. C'est exactement ça, c'est Renato Sanchez avec 1585 euros par minute. C'est beaucoup plus que n'importe quel autre joueur. Par exemple, le deuxième, c'est Burak Yılmaz qui lui touche 626 euros par minute, donc presque 3 fois moins. Pour Renato, il y a quand même une bonne part qui est payée par la Sécu. Hein. C'est vrai. Et donc, on retrouve Renato, on retrouve Burak. Et en troisième, on retrouve Sheka, un petit peu une surprise qui lui touche 482 euros par mois. Alors, je me suis basé donc sur les 10 plus gros salaires. Hein. Je n'ai pas les salaires des autres joueurs, mais on voit quand même une certaine différence entre Sheka qui est à 482 et Burak qui est à 626 et Renato Sanchez qui est quand même à 1586 euros par minute. Alors, il y a eu un débat sur Twitter, est-ce qu'il les vaut ou pas? Oui, maintenant, 1586 euros par minute, ça fait beaucoup. Bon, ça fait beaucoup moins que Sergio Ramos avec le PSG ou les Kurzawa, hein, mais c'est quand même pas mal. Il a joué, cette saison, franchement, il a joué 1075 minutes quand tous les autres joueurs ont joué plus de 1993 pour Sheka, 2610 pour Gerbic ou encore 3056 pour David. Alors, Pied qui touche 80 000 euros par mois et il a joué 5 minutes contre Lens. 5 minutes contre Lens. 80 000 euros par mois, quoi. Sérieux. Il y a mieux, il y a Karnesis qui touche 105 000 euros par mois. C'est quand même remarquable. Alors C'est pas 80 000 aussi, lui 105 000 105 000. 105 000, lui, il n'a jamais joué. Alors, lui, ouais, c'est l'arnaque complète. Ouais. Il est remplaçant de l'équipe réserve. Ah, c'est ça qui est fort. Ah ouais, non, mais voilà, il faut des ronds. Alors, qu'est-ce que ça vous fait dire, finalement, cette communication des salaires? Comment vous l'analysez, finalement? Vous êtes surpris, étonné? Est-ce que, justement, ces écarts, parce que même si ces sommes sont très importantes pour le commun des mortels que nous sommes, ces sommes sont minuscules par rapport au salaire moyen, alors que je n'ai pas en tête, de Chelsea, par exemple. Et c'est vrai que comment on peut finalement concurrencer des monstres pareils, finalement, avec des joueurs qui sont, en théorie, de qualité moindre parce que nettement moins payés par le club. Si tu veux, François, moi j'aurais tendance à mettre l'Angleterre un petit peu de côté. Ils ont des droits télé qui sont tellement incroyables, qui sont tellement forts. Je pense que c'est vraiment un championnat à part actuellement, et depuis 4-5 ans déjà. Je ne sais pas si Baptiste a l'occasion de le faire, mais ou pourra peut-être le faire pour une autre émission, mais je pense qu'il faut regarder par rapport à d'autres championnats, par rapport au championnat italien, où je pourrais peut-être plus nous comparer. Moi, ce qui me choque dans ces chiffres, ce n'est pas les montants qu'on peut donner à Sanchez ou Burak. On est le club champion de France. À chaque fois que le champion...
qu'une équipe prend le titre, forcément, les contrats sont renégociés, il y a des primes qui vont en tout, parce que là, à mon avis, c'est sans les primes de championnat de l'année dernière, qui n'ont C'est sans les peut-être même primes, pas, hein, tout à fait. voilà, C'est et le qui n'ont pas salaire, été payés, sans doute. salaire fixe. Voilà, après, les gars négocient des salaires, on les fait venir. J'ai plus de mal à comprendre Jérémy Pied, comme disait Christophe tout à l'heure. J'ai plus de mal à comprendre ça. J'ai plus de mal à comprendre le salaire incroyable du gardien remplaçant de la réserve. C'est incompréhensible. Alors, tout ça, ça a été négocié encore une fois l'année qui était là, pas cette année par les temps, non, avant, l'ancienne direction. Alors, il ferait peut-être bien aussi de nous rendre des comptes un petit peu, ces gens-là. Alors, ça s'est fait à Lille, je ne sais pas comment ça s'est négocié à Bordeaux là, mais ça va finir de la même façon. Il faudrait à un moment donné que les temps mettent les chiffres sur la table et nous disent les choses réelles, comment ça s'est passé l'année d'avant avec Campos, parce que sur le gardien, à mon avis, il n'y a pas que Dufray qui va sur son compte, ça doit aller sur d'autres comptes aussi. J'ai pas d'infos, hein, excusez-moi, mais voilà. C'est pas possible que ce gardien prenne autant et que ce soit net tout ça. Je n'y crois absolument pas. Donc vraiment. Alors, pour être tout à fait précis, c'est pas net, c'est brut. Alors, Christophe, tu as demandé des informations à Monsieur Big Data. Eh bien, il les a. Magnifique. Mais oui, je les ai, bon, toujours par le journal L'équipe. Je vais prendre les salaires les plus hauts par championnat. Donc, par exemple, on sait que Neymar touche 4 millions d'euros par mois. En Angleterre, c'est Cristiano Ronaldo avec 2,63 millions d'euros par mois, donc un salaire équivalent à celui de Messi ou de Kylian Mbappé. En Allemagne, c'est 2 millions d'euros pour Robert Lewandowski. En Espagne, c'est Gérard Piqué avec 2,330 millions d'euros. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'en Espagne, on retrouve dans le top 3 des joueurs, alors non pas assez vieux, mais des joueurs qui jouent de moins en moins. Donc, on a Gérard Piqué, comme je dis, avec 2 millions 330 000. On a Gareth Bale qui ne joue plus avec 2 millions 270 000. Et notre ami Eden Hazard qui lui aussi est à 2 270 000. Bon, alors avec ça, on peut terminer. Hamburger, ça se convertit à combien? Avec ça, entre guillemets, on peut terminer tout souci d'entrée au LOSC. Parce que les 2 millions, je pense que ça fait beaucoup la recette pour joueur. Et au niveau de l'Italie, par contre, c'est 1,13 million d'euros pour Paolo Dybala. Donc, c'est la France qui paye le plus au niveau Neymar. Et je pense Non, c'est pas la France, c'est le Qatar. Oui, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est vrai, mais c'est le championnat français qui paye le plus. Mais il y a quand même des discordances. C'est vrai, par exemple, en Espagne, où les joueurs les mieux payés sont des joueurs qui jouent très peu, par exemple, comme en France avec Levin Kurzawa, par exemple, enfin le Qatar. Alors, on a Damien sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'en Angleterre, il croyait que c'était Sterling le mieux payé. Donc, moi, je rebondirai sur cette phrase en disant qu'effectivement, je suis d'accord avec, je ne sais plus qui disait ça, on ne peut pas comparer l'Angleterre avec la France parce qu'en France, ils sont payés en euros. En Angleterre, ils sont payés en livres et les joueurs de foot français, les livres, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, je ne sais pas je me souviens plus qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet. Juste avant de lui donner la parole, une information. On a aussi dans le journal, dans l'équipe, la grille des salaires des entraîneurs. Et Jocelyn Gourvenec est le 7e entraîneur français le mieux payé. Donc, il tient le rang du LOSC, finalement, toujours cette 7e place. Il gagnerait 130 000 euros par mois. Pour vous donner un ordre de grandeur, son prédécesseur à Nice, donc Christophe Galtier, serait autour de 330 000. Alors, qui n'a pas encore réagi sur le sujet? Donc, Ouais. Christophe et Georges? Christophe. Ouais. Moi, je trouve quand même que c'est exagéré. Moi, je trouve que c'est. Alors, après, on peut dire, ouais, c'est des stars, machin, compagnie. C'est vraiment exagéré. Je veux dire, faut penser aux gens qui vont voir les matchs. Hein. Je ne mets pas forcément dedans, mais si, bien sûr, je suis pas non plus, je suis pas millionnaire, quoi. Mais les gens qui vont regarder à mettre de l'argent, qui vont pour aller chez Chelsea, ils vont dire, je suis pas abonné, je vais aller mettre 60, 80, 100 euros sur une place pour aller voir ça. Et quand tu sais que les mecs en face, ils sont payés des 100 000, 300 000 euros par mois,
encore. Chelsea, c'est encore beaucoup plus. Je trouve ça beaucoup exagéré. Après, on va me dire, ouais, c'est la manne qui ramène le foot et tout ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, et Romain Molina aurait pu nous l'expliquer, mais il y a aussi beaucoup d'argent sale qui vient se laver dans le football et qui fait que il laisse une part aux joueurs parce que c'est dans le milieu. Mais entre les paris truqués et les argents sales, ce milieu est quand même loin d'être propre, quoi. Donc, et en plus, les investisseurs un peu foireux comme notre GG National, là, qui est en train de crouler le club de Bordeaux. Enfin, tout ce milieu-là est quand même dégueulasse et il y a quand même des gens qui se servent. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'un jour, cette bulle se crève et qu'on revienne à des salaires un peu plus modestes et qu'on ne peut pas avoir des gens qui viennent se gaver aux yeux de tous sans rien foutre et avec des valeurs morales qui sont largement en dessous du niveau moyen national, du médian moyen de la valeur morale. Donc voilà. Donc c'est vraiment, moi ça me débecte de voir ça, hein, je l'avoue. Je trouve ça dégueulasse et voilà, c'est un peu comme les salaires des mecs qui ont des boîtes qui sont payés 80 millions par mois, enfin, tout comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu vas faire que Neymar avec tes 4 millions par mois? Tu vas t'acheter 12 maisons? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi le problème? C'est quoi l'intérêt? Hormis ça, les écarts, ils sont quand même énormes. Et, je pense qu'un club qui peut s'en sortir, mais c'est compliqué, hein. Quels sont les clubs qui s'en sortent à peu près bien? C'est les clubs allemands. Mais les clubs allemands, ils ont une assise financière qui est un peu plus saine, bien que le Bayern ait eu des petits problèmes financiers avec son directeur sportif il y a quelques années, mais ils ont assaini la situation. Et, je trouve qu'ils travaillent mieux, quoi. Ils vont payer, alors Lewandowski, je ne sais plus combien on a dit, 1 million et quelques, c'est 2 énorme, hein. millions. 2 millions, voilà, c'est énorme, mais il n'est pas payé, voilà, il est payé 2 millions et c'est le meilleur joueur du monde. Quoi qu'on en dise, hein. Je pense que. Ah, selon Voilà, les critères Ballon d'Or, bien sûr. oui, mais le Ballon d'Or, c'est DORT en France, hein, donc, mais donc du coup, c'est un club qui gaspille pas son argent, quoi. Et même dans un milieu, on va dire hostile, où on est obligé de verser des salaires énormes, il va verser un salaire énorme à un joueur qui est le meilleur joueur du monde. Donc je pense que même les clubs allemands travaillent bien en général. Quand vous les voyez, je pense pas que les salaires soient à Wolfsburg soient beaucoup plus élevés qu'à Lille ou à Leipzig. Et eux, ils arrivent à durer sur quelques années. Nous, on a plus de mal à durer sur quelques années. Donc voilà, je pense qu'il faut se structurer, il faut avoir une base solide et puis accepter peut-être d'être un peu moins fort pendant quelques années, le temps d'avoir cette base solide. Mais je vois mal comment on peut jouer dans une cour pareille sans avoir un pays qui vient se redorer son image ou des gens qui viennent blanchir leur argent. Alors, sur les réseaux sociaux, on a Nathalie, qu'on salue, qui nous dit, qui confirme finalement qui est du même avis que toi, Christophe, hein, c'est démesuré, mais maintenant le monde est dans la démesure et c'est malheureusement dans beaucoup de cas de figure des situations équivalentes, hein. On a Julien qui nous dit, je pense que Christophe connaît très mal le prix des super yachts pour dire qu'est-ce que tu peux avoir avec 4 millions d'euros par mois. Donc voilà, donc alors et puis, oui, Capenoul et Neymar peut bien acheter 12 maisons s'il a 12 maîtresses. Donc, finalement, il y a toujours moyen de trouver des solutions pour dépenser son argent. Avant de passer la parole à Georges, je voulais finalement reprendre ces chiffres sur le principe de la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Je vais peut-être vous faire peur, mais je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Sur les 10 principaux salaires du LOSC, Sanchez, 338 000 euros, il risque de plus être là l'année prochaine. Ilmaz, 230 000 euros, il ne sera plus là l'année prochaine, normalement. David, il risque de plus être là l'année prochaine avec 162 500. Le quatrième, André, devrait encore être là. Fonte risque de plus être là l'année prochaine, 130 000 euros. Bamba, on ne sait pas, mais a priori, il devrait rester. Xeka pourrait aussi partir, il est en fin de contrat, 120 000 euros. Carnesis, on espère qu'il va vraiment partir avec ses 105 000 euros. Ribic, a priori, ne devrait pas rester. On a annoncé qu'il ne sera pas. On ne lève pas l'option d'achat pour Ribic. Des infos. Biaggi devrait rester. Pied devrait partir, il est également en fin de contrat. Finalement, avec tous ces départs,
Alors, ça annonce peut-être une saison compliquée, il va falloir reconstruire, mais par contre, financièrement, ça va être une vraie source d'économie pour le LOSC, et peut-être que le club commencera bientôt à devenir rentable. On pourra peut-être prêter de l'argent à Gérard Lopez s'il se trouve en difficulté avec les Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Georges? Ah, ouais. D'abord, je voulais répondre à Christophe qui évoquait un petit peu hein, la bonne santé du foot allemand. Je me souviens, il y a quelques années de ça, ils avaient fait, ils avaient annoncé une espèce d'audit d'études, c'est-à-dire en prenant tous les championnats européens, à quel niveau ils seraient performants s'ils étaient tous astreints justement à un fonctionnement des GNC ou tout au moins de gestion des déficits raisonnés. Et il était arrivé que le football qui dominerait dans ce cas de la tête et des épaules, ce serait le football allemand, parce qu'il aurait vraiment celui qui a le plus de moyens. Savoir que le football espagnol, qui est d'ailleurs un peu le cas, serait complètement coulé. Et les deux pays qui suivaient, c'était les Pays-Bas et la France. C'est-à-dire que les Pays-Bas auraient… Et je pense que depuis, la France, il y a eu quelques foirades au niveau global, ce qui me permet de rebondir un petit peu peut-être sur des salaires qui peuvent paraître étranges, mais qui peuvent correspondre à des contrats qui ont été signés à une époque où il y avait l'Eldorado de Mediapro qui laissait croire que les droits de télé allaient être mirobolants. Et souvenez-vous, c'est ce qui a mis beaucoup de clubs dans la mouise, y compris le LOSC, puisque on avait payé en conséquence de droits télé qui ne sont jamais arrivés, puisque Mediapro n'a jamais pu verser les sommes promises. Or, l'investissement sur pas mal de joueurs s'est fait sur une base qui était budgétée sur ce que proposait Mediapro. Et depuis Amazon, je pense que les chiffres sont plus au même niveau, quoi. Donc, il y a cette double tectonique au LOSC qu'on a eu en effet ces salaires un petit peu étranges distillés par Gérard Lopez qui ressortent maintenant parce que c'était d'une opacité totale. Enfin, Cardésis dans les mieux payés, c'est juste surréaliste, quoi. Mediapro ou pas, là, il y a un truc. Ça peut s'expliquer par exemple avec un mec comme Jérémy Pied qui arrivait justement à ce moment-là, qui a peut-être pas voulu faire de concessions sur son salaire, puisque je sais qu'il y a des clubs où ils ont réussi à obtenir ça. Mais oui, ça renvoie de toute façon à quelque chose, heureusement Christophe, sur le côté absurde et disproportionné, et puis dire qu'il évale les salaires, sachant que tous les clubs sont pris dans une espèce de déficit pas possible. Ça renvoie aussi au questionnement. On évoquait, moi par exemple, ce que j'ai souvent évoqué le problème que me posait le Qatar, mais dès le début, vis-à-vis de Gérard Lopez, moi, il y a un truc qui me questionnait, c'était de voir un mec quand même qui fonctionnait sur des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, alors que il pouvait quand même profiter d'équipements souvent pris en charge par les contribuables. Ça a quelque chose même d'indécent de ce point de vue-là, quoi. Et au final, qu'il y ait une espèce d'accalmie, mais sur tous les clubs. Je pense qu'à un moment, il y a cette bulle, de toute façon, on sent, je pense qu'elle commence un petit peu, j'ai l'impression qu'en Espagne, c'est plus aussi évident que ça, enfin, même si le Real, manifestement, va réinvestir de manière un petit peu maladive, mais je pense que nous, si on n'arrive à plus de raison, peut-être que ce sera un moyen dans un premier temps d'assainir les finances du club et puis de repartir sur un projet autrement, quoi. Il y a des clubs qui nous prouvent… Enfin, le PSG nous prouve d'ailleurs que tu as beau payer des sommes stratosphériques, c'est pas ça qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Alors, je vous propose de terminer cet échange sur la partie financière finalement du football français par cette remarque sur les réseaux de Section Lincel qui nous a rejoint. On en parlait tout à l'heure et on les saluait avec les incidents qu'ils ont dû subir samedi dernier. Donc, Section Lincel qui nous dit: est-ce que tu imagines le nombre de binous par mois que tu peux acheter avec 4 millions d'euros? Eh bien non, on n'arrive pas à imaginer, mais ça doit faire beaucoup. Je sais juste que Martel les a bu, lui. Oui, mais il les payait pas à ce prix-là. Il les avait avec des crédits. C'est pour ça qu'il passe à la coque, Neymar. Voilà, un truc qui coûte un peu plus cher, quoi.
Donc, sur ces médisances de haut vol, je vous propose de conclure l'émission. Donc, vous savez que vous pourrez nous retrouver dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube en replay. D'ailleurs, je vous invite à liker, partager toujours nos liens sur Facebook et sur YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez absolument rien de l'actualité du bistrot d'Alelos, que je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, on pourra vous proposer l'émission sur la section féminine du LOSC. On attend encore les dernières confirmations, mais ce qui devait être fait cette semaine devrait pouvoir se faire la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite une excellente... Damien Boone qui nous dit à 5 € la panne, ça fait 800 000 bières. Donc, effectivement, ça fait beaucoup par mois. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc, je vous souhaite en tout cas, sur ces précisions arithmétiques, on aura fait une émission très mathématique ce soir, hein, Baptiste, hein, tu as vu, la prochaine fois, on viendra avec une calculatrice. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Alors, je voulais remercier donc notre invité d'honneur, Georges. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez acquérir son roman Terminus Garde et Franc. Christophe, tu le montres beaucoup mieux que moi. Terminus Garde et Franc. Donc, Meurtre à Tourcoing, donc chez les Cavalières d'Amazon. Donc, pour un prix fort modique, un rapport qualité-prix exceptionnel, et que Georges va vous proposer des séances de dédicaces sur Tourcoing, donc incessamment. Café des sportifs, et sans doute le Montouno aussi, qui sera donc, des lieux de culture, quoi. Voilà des adresses qui vont très bien avec les derniers chiffres qu'on a cités. Voilà. Là, pour la précision, 800 000, ça fait 672 bières à l'heure. Moi, j'avoue que je lâche, hein, à ce niveau-là, je suis perdu, même si c'est de la bière anglaise, surtout si c'est de la bière anglaise, parce que j'imagine pas le nombre de minutes qu'on doit passer aux toilettes après. Donc, Georges, donc des séances de dédicaces à Tourcoing qu'on évoquera très vite. On vous donnera les liens sur les réseaux sociaux. On vous tient au courant très, très vite. Merci aussi aux piliers du bistrot qui étaient présents ce soir. Merci à Christophe D. Merci à vous tous. Merci à Christophe C. Merci à vous. Merci à Monsieur Big Data, Baptiste. Ouais, merci à toi, et la semaine prochaine. Merci à tous les internautes qui nous sont fidèles sur les réseaux sociaux, qui ont suivi l'émission en direct. Alors, il n'y a pas de match cette semaine, mais je vais vous dire quand même notre cri de guerre pour tenir jusque la semaine prochaine. Allez, ouais, le LOSC. À bientôt, passez une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain à 20h30. On reprend l'horaire normal. À bientôt. Et bon apéro avec la section. Oui, et commencez à déboucher les 672 bouteilles, on arrive.